J'avais une préoccupation, j'ai demandé l'asile et ça fait déjà près de 8 mois. Je n'ai jamais eu à prendre l'aide sociale. Bon, je travaille et moi-même je me gère. Est-ce que ça aurait un impact sur ma demande d'asile? Mais lorsque vous faites une demande d'asile, vous ne prenez pas l'aide sociale, c'est bon pour le gouvernement. Vous ne prenez pas l'aide sociale soit parce que vous avez eu un permis de travail tôt et vous avez trouvé le travail tôt, Exactement. soit parce que vous avez de l'argent. On ne demande pas de prendre l'aide sociale si on a déjà de l'argent. Si Mhm. vous avez de l'argent, vous n'allez pas demander. L'aide sociale, c'est l'aide de dernier recours. C'est-à-dire, c'est pour celui qui est coincé et qui n'a pas autre moyen. Ok, Hein? ok, Et ce n'est pas une aide illégale. Ça ne vous donne aucun avantage, même pas un seul lors de votre audience. Ça ne vous ok, donne aucun avantage parce que on ne vous juge pas lors de l'audience parce que vous avez pris l'aide sociale. Ceux qui prennent l'aide sociale, ce n'est pas la tricherie, c'est légal. ok, Vous n'avez rien à manger, on veut vous donner le minimum pour dormir et le minimum pour manger. Hein? ok, Donc, lors de l'audience, même si le juge vous pose des questions sur votre travail et tout, c'est juste une façon de parler, mais ce n'est pas un critère pour donner l'asile ou pas. Si vous êtes un grand bosseur, ce n'est pas un critère pour votre demande d'asile. J'ai même vu des gens qui mouraient de faim, ils ne prenaient pas l'aide sociale parce qu'on leur a dit que pour la demande d'asile, ça peut jouer négativement sur eux. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Mais cependant, je sais où il y a confusion. Hein? oui, La confusion vient du fait que l'aide sociale peut être embêtant à une étape. Quand vous demandez l'asile, on refuse. Vous partez en appel. En appel, on refuse. Vous allez à la Cour fédérale, peut-être pour le contrôle judiciaire. oui, Et ensuite, et entre-temps, vous faites une demande de résidence permanente pour des raisons humanitaires. C'est après plusieurs années, là, ça prend du temps. Pour des raisons humanitaires. Humanitaire, c'est à ce moment qu'on peut jouer sur l'aide sociale. Parce qu'une demande d'asile, de résidence permanente pour des raisons humanitaires, c'est une demande dans laquelle ce n'est pas une demande ordinaire et normale. Ce n'est pas une façon normale d'avoir les papiers. C'est une façon exceptionnelle. Vous êtes en train de dire au ministre que, OK, j'ai fait une demande d'asile, je ne suis pas qualifié, j'ai fait une demande, les recours, ça n'a pas marché. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez quand même me donner, même si normalement je devais être hors de mon pays, du Canada avant de demander ça, même si, est-ce que vous pouvez quand même me donner votre résidence parce que je suis quelqu'un qui a quand même aidé ce pays. Hein? J'ai fait beaucoup de d'accord, choses depuis que je suis dans ce pays. oui, Hein? J'ai donné de l'argent. J'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Regardez ce que j'ai fait comme travail. J'ai fait du bénévolat dans ce pays. Peut-être j'ai un enfant qui est malade, qui est là. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on demande la résidence permanente humanitaire. Et évidemment, si pendant tout votre séjour au Canada, vous avez seulement travaillé sur l'aide sociale, ça va jouer contre vous. On va dire, mais vous n'avez rien fait. Vous étiez seulement en train de prendre l'argent au Canada. Vous oui, n'avez rien fait. Hein? Et ok, comment est-ce que vous demandez la résidence permanente dans ce sens-ci? Voilà le seul moment où ça joue. Mais même quelqu'un qui a demandé l'aide sociale à son arrivée au Canada et qui a obtenu l'aide sociale, qui a eu l'aide sociale, n'aura pas un problème. Si vous avez eu pour un temps, pour 6 mois, pour 8 mois, pendant que vous n'avez pas de travail, et qu'ensuite vous avez commencé à travailler, ça ne vous empêche pas de demander la résidence permanente pour des raisons humanitaires. Parce qu'on va ok. bien comprendre que vous venez d'arriver, vous n'avez pas de travail, et entre-temps, vous avez travaillé. Donc, c'est cette confusion que les gens font un peu, et qui disent que non, quand on demande l'aide sociale, c'est très dangereux pour la demande d'asile. Non, ce n'est pas dangereux, vous pouvez le faire. Ma femme et mes enfants ont eu la résidence permanente. Moi, je suis en France en tant que réfugié. Et j'ai demandé l'asile en France et depuis quelque temps, ils m'ont pas encore donné mes résultats et ça me dérange parce que mes enfants sont au Canada et ils sont seuls. J'aimerais entrer au Canada. Je ne sais pas comment faire. Mais ils ont eu la résidence permanente, Oui, ils résident au Canada. mais que votre femme vous parraine. Oui, elle me parraine. Le problème est que Vous n'avez pas de papier. actuellement, je n'ai pas de passeport puisque je n'ai que Voilà. l'attestation de demande d'asile en France. Ok, vous n'avez que l'attestation. Et le principe habituel, c'est que, et qui est un peu universel, c'est que lorsque vous faites une demande pour un pays, il faut d'abord être en situation régulière où vous vous trouvez. Hmm? C'est OK? ça. Donc, si vous voulez être certain, parce que vous dites qu'elle est résident permanent, Oui, oui, mais si vous voulez être certain que les choses marchent, vous rentrez au Cameroun,
dans votre pays. Je vois que vous êtes Camerounais dans l'accent. Oui, oui, je suis camerounais. Et elle Mais vous je sais, parle. Parce que si le j'entre au parrainage, Cameroun avec les problèmes que j'ai, je ne pense pas que je peux ressortir. bon, voilà. Mais ce que je dis, c'est que c'est l'aspect le plus sûr. Elle vous parraine à partir du Cameroun, le dossier va aboutir. Ça va prendre le temps, mais ça va aboutir. Bon, maintenant, si vous ne quittez pas le Cameroun, il n'y a pas mille façons. C'est pas comme s'il y a plusieurs ouvertures. Qu'elle fasse avec ce qu'il y a, avec le document que vous avez. Vous ne pouvez pas faire autrement, non? Est-ce qu'il y a autre façon de le faire? Mais la meilleure façon dans des cas comme ça, pour éviter toute confusion, c'est de rentrer, parce que le parrainage, c'est les dossiers. Pas sur 100%, on peut jamais dire si c'est vraiment votre femme et vos enfants. Oui. Mais c'est des choses qui fonctionnent. Donc, parfois, on se donne, on fait seulement un petit sacrifice, on rentre et elle le fait. Mais si vous ne pouvez pas rentrer, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Elle vous parraine toujours. Oui, elle a déjà la résidence, donc maintenant, elle fait un parrainage, ça ne change rien. Tout ce qu'on a mis dessus, ça ne change rien. Et si vous n'avez pas de passeport, vous n'allez rien faire. C'est clair, il n'y a pas de magie. Je suis travailleur étranger temporaire et mon contrat devait finir à la fin du mois de mars. Mais j'avais envoyé les papiers de mon renouvellement assez tôt. On m'a juste dit qu'il y a l'IMT qui a été approuvé. Je ne sais pas combien de temps ça met pour que tous les documents sortent. J'aimerais savoir combien de temps ça peut prendre en moyenne. Attention, il n'y a pas de délai. Les temps sont élastiques, il n'y a pas de délai. Mais en général, après cela, il faut compter quelques mois. En général, il faut compter quelques mois. Mais avec les délais là, il ne faut pas qu'on vous induise en erreur. Il y a des gens qui soumettent. Après quelques semaines, ils ont une réponse. Et d'autres, ça va prendre 6 mois. Hein? Oui, Donc, oui. Mais c'est donc, déjà, est-ce que c'est déjà une bonne chose du fait qu'il y a l'IMT qui a été approuvé? oui, mais l'EIMT, ce n'est pas le permis de travail. On peut toujours refuser le permis. Si les choses ne sont pas faites dans les normes, on peut toujours refuser le permis. Mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une étape. Mais ça ne garantit pas le permis. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, idole. Oui, bon en fait, j'ai une amie qui a fait une demande d'asile et elle a demandé un permis d'études et il est en cours en fait. Je demandais si, parce que son avocat leur a expliqué qu'elle pouvait, à partir de sa demande d'asile, avoir la résidence permanente à travers son permis d'études. Est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas possible, sûr. Je ne suis pas sûr que c'est l'avocat qui lui a dit ça. Je suis certain qu'il ne lui a pas dit ça, elle a mal compris. Mais par contre, elle est encore demandeur d'asile, n'est-ce pas? Oui. Elle est seulement demandeur d'asile. Donc, elle peut aller à l'école, elle va payer cher, évidemment, c'est juste la seule conséquence. Elle aura le permis, mais elle ne peut pas laisser l'asile pour avoir la résidence permanente sous l'autre forme à travers ses études. Ça ne va pas marcher. Hein? Oui. Elle est demandeur d'asile. Ok. D'accord. Même si elle va à l'école, comme je dis, si elle va à l'école, c'est pour aller à l'école. Mais il faut qu'elle suive sa demande. Donc même malgré que si la demande n'aboutit pas, elle ne peut pas continuer avec son permis d'études, c'est ça? Non. Mais elle sera en appel. Quand ça n'aboutit pas, vous allez en appel. J'ai vu des gens dire que dès qu'on refuse l'asile, on fait rentrer les gens. C'est faux. Il y a beaucoup de procédures qui peuvent durer des années. Donc, elle n'avait pas besoin. Non. De toutes les façons, elle ne peut pas. Elle n'aura pas cette option-là. Si on refuse l'asile, elle va en appel, non? D'accord. Et après, par le contrôle judiciaire, par la Cour fédérale. En fait, il y a des procédures à faire. Ok. D'accord, merci. Même pour ceux qui se marient, je vais être obligé de vous dire. Même pour ceux qui se marient pendant qu'ils font l'asile. Oui, ils peuvent avoir la résidence permanente lorsque vous êtes marié. Mais attention, n'allez pas annuler votre demande d'asile lorsque vous n'avez pas encore cette résidence permanente en main. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait des erreurs. Ils se sont mariés, ils sont directement fait le parrainage. Dès qu'ils déposent le dossier de parrainage, ils vont annuler leur demande d'asile. Là, you are in trouble. J'ai un ami haïtien qui est venu au Canada, qui est passé par les États-Unis. Il a demandé l'asile, on lui a donné, il est là, ça fait 2 à 3 ans. Dernièrement, il reçoit un mail de l'immigration disant que sa demande n'a pas été acceptée. Et là, moi, il m'explique que... Il a demandé l'asile au Canada.
Il est passé par les États-Unis. Arrivé ici, il a rempli les fiches par la frontière. On lui a donné son permis de travail. Il est là, il travaille. Oui. Dernièrement, il reçoit un mail disant que sa demande n'a pas été acceptée. Et moi, il m'explique, je lui demande. Dans la demande, on lui dit que, déjà, il avait déjà demandé l'asile aux États-Unis. Et quand il est arrivé à la frontière, il a dit non, que l'agent frontalier lui a demandé, il lui a dit effectivement qu'il avait déjà demandé l'asile aux États-Unis. Mais la fiche qu'il devait remplir, apparemment, c'était la fiche de demande humanitaire. Mais lui... Ce n'est pas l'ERA, c'est voilà. examen de risque avant renvoi. Voilà, mais lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. On lui a fait remplir une autre demande d'asile. Et c'est maintenant on se rend compte qu'il a déjà demandé l'asile aux États-Unis. Oui. Donc, il a une avocate là. Il est allé voir la dame. La dame lui dit non, que de la manière qu'on lui a envoyé, l'immigration lui a envoyé un message pour dire que sa demande n'a pas été acceptée. L'immigration doit lui envoyer un autre encore mail. C'est ce qui va lui permettre de faire l'aide humanitaire. En moi, c'est quelqu'un de vraiment bien. Donc moi, je veux pas qu'il reste avec l'avocate en question parce que j'ai l'impression que elle le fait tourner en rond. Il peut faire erreur, on peut engager le dossier. Si c'était une erreur de leur part, on peut faire valoir cela. Hein? D'accord. On va faire valoir. Pour quelqu'un qui a demandé l'asile, qui a vraiment toutes les preuves qu'il faut, est-ce que si la personne soumet ses preuves sans avoir date d'audience, est-ce qu'on peut faire une analyse de dossier? On peut avoir l'asile sans aller au procès, mais ce n'est pas vous qui décidez. C'est les agents d'immigration qui analysent le dossier. J'ai plusieurs personnes, plusieurs clients qui ont l'asile sans aller au procès. La conséquence, c'est que la plupart n'ont pas payé. Il n'y a pas de temps. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a été remis. C'est la remise administrative, je crois. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui avez demandé la remise, n'est-ce pas? Non. Ok, c'est eux qui ont remis. C'est une remise administrative. On peut remettre une audience parce que le juge est malade, c'est-à-dire qu'on appelle le commissaire, pour l'appeler vulgairement le juge. Il est malade, il ne peut pas faire l'audience. On peut remettre l'audience parce qu'il y a d'autres problèmes. On doit faire de nouvelles recherches dans votre dossier. Il y a 1000 raisons pour remettre l'audience. Donc, il n'y a pas de temps. Pour certains, ça se remet 2 semaines après. Pour d'autres, même 8 mois après. Donc, c'est une question de chance. Ça dépend de la raison pour laquelle l'audience a été remise. Et ça dépend de la disponibilité de votre conseil, de votre consultant. Hein? Si votre consultant est disponible, lui-même, il va appeler. Pour mes clients, lorsqu'on remet l'audience, le lendemain, moi-même, je les contacte pour prendre une date rapidement. Hein? Mais si vous traînez, évidemment, ça peut faire 6 mois, 8 mois et autres. Il n'y a pas un temps précis. Merci beaucoup. Et la deuxième, est-ce qu'il y aura encore à introduire d'autres documents ou il y aura aucun document à introduire, c'est la même chose? Non, si vous avez des preuves supplémentaires, vous donnez. Hein? Si, ce n'est pas une obligation. Quand on remet l'audience, ça veut dire que tout était déjà prêt, non, pour procéder. Tout était prêt. Hein? Donc, oui. Ce que l'on fait donc, c'est que, quand on remet l'audience, si entre-temps, je prends un exemple, vous demandez l'asile pour des raisons politiques, vous venez du Gabon, parce que vous fuyez le président qui a voulu vous faire du mal, le gouvernement a voulu vous faire du mal. Votre audience est aujourd'hui samedi. On remet l'audience pour des raisons administratives, il n'y a pas d'audience. Mais vous avez déjà écrit votre histoire pour expliquer pourquoi vous fuyez le Gabon. Parce que on a voulu vous tuer parce que vous avez dénoncé le coup d'État. C'est un exemple que je prends. Ce n'est qu'un exemple. Donc, oui. Lorsque vous avez écrit ça, c'est déjà à l'immigration. Aujourd'hui, on remet votre audience. Mais sauf que la semaine prochaine qui arrive là, on vient brûler la maison de vos parents. Hein? Oui. Au Gabon. Pour dire que, c'est le père du monsieur qui avait empêché, qui critique le gouvernement. On brûle la maison. La semaine prochaine, quand on a remis l'audience, mais vous devez bien écrire à l'immigration pour dire que il y a eu ce qu'on appelle des faits nouveaux, hein? Oui. Si vous ne leur dites pas, ils n'auront pas. Donc vous allez prendre les photos de la maison brûlée et tout, et soumettre encore à l'immigration en attendant la prochaine audience. Pour dire que voilà ce qui s'est passé entre-temps. Donc, de plus, si rien ne s'est passé, vous n'avez rien à soumettre. J'ai juste pris cet exemple pour vous dire que tout dépend de la situation. Hein? Oui, oui. Merci beaucoup. S'il y a eu d'autres problèmes, vous ajoutez. S'il n'y a pas eu d'autres problèmes, vous n'ajoutez rien. Si vous découvrez d'autres preuves qui sont pertinentes pour votre audience, vous pouvez les envoyer.
Hein? Merci beaucoup, c'est vraiment pertinent. J'avais lu également, il y a une audience qui a été reportée 6 fois. Est-ce que c'est toujours possible ici? Oui, c'est possible, ça dépend des raisons pour lesquelles. Il y a ce que parfois on appelle la malchance. Comme on dit, parfois le report pour des raisons administratives, là, pour une seule personne, on reporte 2 fois, 3 fois. Ça, c'est des exceptions, hein, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Hein? Pour une seule personne, on peut reporter 2, 3 fois parce que si le juge tombe malade chaque fois que vous avez, par exemple, votre audience, on peut le reporter. Si il y a un problème technique là-bas à la commission où ils ne peuvent pas utiliser leur matériel, on peut le reporter. Donc, il y a 1000 raisons. Donc, si on reporte 6 fois, mais je dirais quand même d'aller se laver, comme on dit chez nous. Hein? Donc, c'est quand même beaucoup. Hein? C'est quand même beaucoup, c'est exceptionnel. Mais sur le plan théorique, c'est possible. Mais reporter 6 fois, essayer de voir avec votre avocat. Est-ce que c'est l'avocat qui n'a pas le temps? Et même 6 fois, eux-mêmes, ils ne seront pas d'accord de reporter s'il n'y a pas de bonne raison. Hein? Donc, essayez de voir. De toutes les façons, tout ce que je vous dis ça, là, vos avocats connaissent ça, votre consulte. Oui, c'est possible, ça dépend des raisons pour lesquelles. Il y a ce que parfois on appelle la malchance. Comme on dit, parfois le report pour des raisons administratives, là, pour une seule personne, on reporte 2 fois, 3 fois. Ça, c'est des exceptions, hein, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Hein? Pour une seule personne, on peut reporter 2, 3 fois parce que si le juge tombe malade chaque fois que vous avez, par exemple, votre audience, on peut le reporter. Si il y a un problème technique là-bas à la commission où ils ne peuvent pas utiliser leur matériel, on peut le reporter. Donc, il y a 1000 raisons. Donc, si on reporte 6 fois, mais je dirais quand même d'aller se laver, comme on dit chez nous. Hein? Donc, c'est quand même beaucoup. Hein? C'est quand même beaucoup, c'est exceptionnel. Mais sur le plan théorique, c'est possible. Mais reporter 6 fois, essayer de voir avec votre avocat. Est-ce que c'est l'avocat qui n'a pas le temps? Et même 6 fois, eux-mêmes, ils ne seront pas d'accord de reporter s'il n'y a pas de bonne raison. Hein? Donc, essayez de voir. De toutes les façons, tout ce que je vous dis ça, là, vos avocats connaissent ça, votre consultant connaît. Hein?